Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur votre plateforme digitale Mali Online, émettant de Bamako vers l'étranger, de l'étranger vers Bamako. On se retrouve aujourd'hui encore avec le grand débat de Mali Online, avec comme invité Maître Moutaga Tall, président du Sénat de Faso Yiriwaton, avocat de son État. Maître Moutaga Tall a été un grand acteur de l'avènement démocratique dans notre pays. Avec nous, sur le plateau de Mali Online, nous allons échanger à bâton rompu. Maître Moutaga Tall, bonjour. Bonjour à vous et à celles et ceux qui nous regardent. Maître Moutaga Tall, vous avez été un acteur majeur de l'avènement démocratique dans notre pays en 1991. Ma première question, c'est comment ça se fait que les grands acteurs de 91 soient passés du statut populaire au statut ne plus avoir voix au chapitre? Je m'explique. Du cristalliseur d'espoir, le mouvement démocratique a fini en désespoir. Le coup d'arrêt du régime Ibeka a sonné le glas de cette aventure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous trouve bien sévère, mais vous faites porte-parole d'une certaine opinion, une opinion qui n'est pas certaine. Et sans porter ma robe d'avocat pour défendre le mouvement démocratique, je me dois de restituer la vérité historique, parce que figurez-vous, 60 à 70% des Maliens n'étaient pas nés quand on faisait la révolution démocratique dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui et qui constituent des falsifications ou une mauvaise lecture de l'histoire. Le mouvement démocratique s'était assigné des objectifs très clairs. 1. Instaurer le pluralisme démocratique au Mali, procéder à des élections démocratiques et mettre en place une république nouvelle. Ces points ont été quasiment réalisés avant le 8 juin 1992, date à laquelle le président proclamé a prêté serment. Certes, les élections n'ont pas été celles qui étaient souhaitées, mais le passage des témoins a pu être fait. Je ne connais pas beaucoup de Maliens qui émettent des opinions négatives sur ce qui s'est passé entre le 26 mars 1991 et le 8 juin 1992. Mais à partir de cette date, le mouvement démocratique n'était plus aux affaires. Oui, mais il y avait un des grands acteurs qui était avec vous dans les mouvements qui ont fait tomber le régime Moussa, à savoir Alpha Mor Konaré. C'était un peu comme Moutaga ou Alpha arrivé au pouvoir, c'est la même chose, c'est le mouvement démocratique qui continuait. C'était loin d'être la même chose. La preuve, vous citez le président Konaré comme acteur du mouvement démocratique qui a été proclamé président de la République, mais la principale victime a été un certain Moutaga Tall, qui s'est opposé à ce qu'il voyait venir. Au moment des élections d'abord, quand on a vu le parti de Konaré recycler ce que nous avions combattu quelques mois avant. Mais ça, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'il y a eu une logique non seulement de démolition de l'État, de piétinement des libertés démocratiques, mais aussi d'instauration de pratiques telles la corruption, qui sont aujourd'hui décrites au Mali et qui l'on met sur le compte du mouvement démocratique, alors même qu'à partir du 8 juin 1992, comme je l'ai dit, le mouvement démocratique n'était plus aux affaires. Et certains hauts responsables du mouvement démocratique ont été les principales victimes de cette gestion. Mais, vous le savez très bien, à l'Assemblée nationale, dans la presse, dans les prétoires, dans la rue, nous avons refusé et dénoncé cette façon de faire.
Alors, j'allais en venir. Alors, mais quand on fait tout cela, on avez, devient difficilement comptable de ce qui s'est passé. Non, on se rappelle que vous avez été arbitre aux élections de 92, troisième, vous deviez être arbitre. Quel a été votre rôle? Vous savez, en 1992, j'ai été proclamé troisième, j'étais deuxième. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit en 1992, en remplissant le stade Omnisport de Bamako et en disant, je ne suis pas troisième, je suis deuxième, mais si je reste deuxième, c'est un risque majeur pour celui qui est premier, il peut ne pas gagner. Et puisque ma victoire éventuelle peut gêner, on m'a mis troisième. Mais j'ai ajouté, j'accepte pour la stabilité, j'accepte pour le Mali. C'était la première fois que cela arrive dans notre sous-région. Il faut aussi remémorer. Donc, le mouvement démocratique aujourd'hui, pour résumer la question, a rempli son rôle historique. Ceux qui ont pris le relais. N'était-il pas du mouvement démocratique? Pardon? N'était-il pas du mouvement démocratique? Être membre du mouvement démocratique et représenter le mouvement démocratique dans la gestion des affaires publiques sont deux choses absolument distinctes. Parce que le mouvement démocratique, au-delà des hommes, ce sont des valeurs, ce sont des idéaux qui ont été piétinés. Et des acteurs du mouvement démocratique ont dit non. Il n'y a pas une seule entité du mouvement démocratique, incluant l'ADEMA qui était aux affaires, où des hommes et des femmes ne se sont élevés contre la façon de gérer. Mais en somme, ce qui explique d'ailleurs les scissions que le parti ADEMA aux affaires a connues. Mais votre parti aussi a eu des scissions, M. Moutagatal. Donc vous avez les mêmes Sauf problèmes. que nous n'étions pas aux affaires et je suis resté très clair sur une chose. Je réponds du Sénid. Je réponds de Moutagatal. Si pendant ce parcours de 32 ans, on m'apporte la preuve que sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan de la gestion, j'ai fauté une fois, je quitte la scène politique. Ce n'est pas facile à dire. Après 32 années de vie politique sur le pont, en première ligne. Parce que depuis 32 ans, je suis en première ligne, soit pour contester, soit pour contribuer. Alors, Et c'est pour cette raison que vous avez tort de dire qu'on n'a plus voix au chapitre. D'ailleurs, la transition en cours, les changements qui sont intervenus dans notre pays, vous savez quel a été le rôle que nous avons encore joué et le rôle que nous jouions pendant cette transition. On va en venir, M. Moutagatal. Même si on n'a pas mis en doute votre probité morale, on vous a reproché de faire cavalier seul et d'avoir les mêmes problèmes que l'ADEMA, à savoir un parti qui a toujours eu des désertions. Est-ce à dire que vous êtes individualiste? Le Sénid est le parti qui a eu le moins de désertions et qui a eu le plus de stabilité au Mali dans la durée. Nous avons connu une crise en 1994. De cette crise est né un parti qui s'appelle le Parena, qui nous a attaqués en justice. Et la justice a dit, nous vous interdisons à vous d'utiliser le nom du Sénid, son sigle, son drapeau, etc., parce que vous êtes en faute. C'est ainsi que ceux qu'on appelait à l'époque les 10 ont créé les Parena. L'histoire doit être restituée, même si aujourd'hui nous avons les meilleures relations et que je respecte tout le monde. Mais l'histoire est l'histoire. Du Parena est issu tous les autres partis que l'on impute à des scissions au Sénid. Du Parena est né le Bara. Qu'est-ce que le Sénid a à voir avec? Est né 3 ou 4 autres partis. Mais l'imagination populaire pense que c'est le Sénid. Non, nous n'avions rien à faire. Nous sommes restés stables et constants. En 32 années, nous n'avons connu qu'une crise. Alors, M. Moutagatal, à chaque défection, j'étais observateur, on vous reprochait de faire cavalier seul, de faire même bas sur le parti et d'avoir une position dictatoriale. Qu'en dites-vous? Les militants viennent de me rendre justice. J'ai demandé depuis 7 ans à ce qu'on me libère de mes charges de président du parti. Je pense que le Sénid m'a tout donné. Il était temps pour moi
de leur dire merci et de faire autre chose. Mais figurez-vous que le jour où ça a été annoncé publiquement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu connaissance. Des pleurs, des cris. On a dit non, il n'en sera pas ainsi. Cette justice me suffit. Maître Moutagatal, jetant un regard sur les 30 années passées, si vous deviez faire un mea culpa de la gestion par le mouvement démocratique, parce que qu'on soit militant, acteur, si pendant les 30 ans vous êtes succédé au pouvoir, c'est que c'est le mouvement démocratique. Étant donné que vous avez fait la politique la chaise vide, on le dit tout le temps que vous ne voulez pas gérer, à deux fois ministre dans le régime, qui a fini par sonner le glas du mouvement démocratique définitivement parce que vous étiez de ceux qui ont fait la charge contre le même régime IBK. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, je vais vous laisser faire toujours le procès du mouvement démocratique. J'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, la politique de la chaise vide, elle peut se concevoir de différentes façons. Pendant 25 ans, je n'ai pas accepté d'aller au gouvernement. Tout à fait. Et pendant ces 25 ans, j'ai envoyé plus d'une dizaine de ministres. J'ai décliné pour plusieurs raisons, parmi lesquelles j'avais été investi de la confiance de ceux de Ségou qui m'ont élu député pendant plusieurs années consécutives, ce qui m'a valu pratiquement 20 ans à l'hémicycle. Ça n'aurait pas été heureux pour moi de dire la charge ministérielle est peut-être plus importante, entre guillemets, je quitte, je viens, non. Deuxièmement, il y avait des cadres valables dans le parti qui pouvaient assumer ces responsabilités. En 2017, lorsqu'il m'a été proposé de rentrer au gouvernement, en 2014, excusez-moi, je suis sorti en 2017, j'ai encore décliné. Mais que Dieu ait son âme, c'est le président Ibeka qui m'a dit, on a besoin de toi, Bamuntaga. L'enseignement supérieur a des problèmes au Mali, nous pensons que toi, en tant qu'homme, avec ton parcours, tu peux venir faire quelque chose. Et ça, c'est un service que tu rendras au Mali. Je n'ai aucun mépris, au contraire. Être en charge des responsabilités ministérielles est important pour un homme politique. Mais je suis venu avec la mission de redresser l'enseignement supérieur. Ceux qui m'ont précédé avaient fait beaucoup de choses. Mais il y avait encore beaucoup de grèves. Dieu m'a aidé. Mes collaborateurs m'ont compris. J'ai fait 2 ans et demi avec 0 grève. Et en partant, j'ai mis sur les réseaux sociaux ce qui était mon bilan pour que chacun sache ce que j'ai pu faire pendant ce temps. Sur ces 32 ans, je me dis que c'est important de noter 2 ou 3 choses importantes. La première, je ne crois pas, peut-être parce que je suis avocat, à la responsabilité ou à la sanction collective. Chacun doit répondre de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il devait faire qu'il n'a pas fait, et de ce qu'il a fait qu'il ne devait pas faire. J'appelle cela le scanner politique. Que chaque responsable politique soit jugé sur cette base. 1. Deuxièmement, vous le constaterez, pendant tout ce temps-là, il y a eu le refus, la dénonciation d'un certain nombre de pratiques. Et la principale victime de ceux qui ont pris le relais du mouvement démocratique a été un acteur, je reprends vos termes, majeur du mouvement démocratique. Mais peut-être fallait-il accepter cela pour le Mali. Pour ce qui concerne maintenant le départ de l'ancien régime, nous étions arrivés à la conclusion que le Mali était en voie de disparition en tant que nation, en tant que république, en tant que démocratie. Et que quels que soient les sentiments que nous pouvions avoir les uns pour les autres, ceci était la ligne rouge à ne pas franchir. Nous nous sommes engagés dans un combat auquel peu de gens croyaient. Mais nous sommes engagés avec foi et détermination. Cela a conduit
aux événements de 2020, au changement de régime, et nous sommes aujourd'hui dans une transition. Mais ce combat que nous avons mené pour arriver à la transition continue aujourd'hui. Ce qui se passe principalement aujourd'hui dans la gestion du pays est une vision partagée entre la branche militaire et la branche civile de ceux qui ont apporté le changement. Maître Mountaga Tall, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. D'aucuns pensent que les 23 ou 24 ans où vous avez refusé d'aller au pouvoir, c'est que ceux qui vous ont fait perdre en 92 étaient dans la gestion du pays. Vous ne voulez pas être associé à eux. Troisièmement, Ibeka est venu. Comme il n'avait pas été de près ou de loin mêlé à la première gestion, vous avez accepté d'aller avec lui. C'est la première question. La deuxième question, elle est que d'aucuns pensent que vous êtes un éternel insatisfait. Cette insatisfaction est-elle liée à la morale ou à votre individu? Vous savez, pour un responsable politique, un chef de parti, on décline difficilement les propositions qui m'ont été faites. Et croyez-moi, c'était des postes importants. Je n'ai pas besoin de trahir des secrets. Un jour viendra où l'histoire se chargera d'un certain nombre de choses. Mais quand dans un gouvernement, en dehors du chef du parti, le numéro 2 du gouvernement est ministre d'État, avec un gros portefeuille, avec des ministères de souveraineté, avec des ministères techniques de la plus haute importance, ça veut dire que le chef de parti pouvait prétendre à plus. Et plus m'a été proposé. Mais encore une fois, j'avais un pacte moral avec les Ségoviens, avec les Ségoukas. Je ne pouvais pas rompre ce pacte moral. Deux, j'avais la conviction que ceux qui partaient au gouvernement pouvaient accomplir valablement la mission. Donc, ce n'était pas la différence que vous décrivez, parce qu'autrement, le parti ne serait pas rentré dans le gouvernement. Et il est arrivé à 2 reprises que nous demandions soit à quitter le gouvernement, soit à refuser les offres de rentrer dans le gouvernement parce que nous n'y croyons pas. D'ailleurs, la première fois que nous avons accepté de rentrer au gouvernement, Bamako brûlait au sens physique du terme. Il fallait beaucoup de témérité pour accepter de rentrer au gouvernement ce jour. Nous l'avons fait pour le Mali. Maître Mountaga Tall, les jeunes ont pris le pouvoir à la suite d'une insurrection populaire dont vous êtes un des ténors. À plus de 2 ans, presque 3 ans, maintenant au pouvoir, quel est votre bilan de ces années de gestion de la transition? Ceux qui ont cru que la transition allait régler tous les problèmes du Mali, comme par un coup de baguette magique, étaient dans une illusion. Pour notre part, à mon niveau personnel d'abord, et à celui du comité stratégique, pour les messages officiels. Je ne parle pas de ceux qui parlent au nom du M5 alors qu'ils parlent à leur nom. Beaucoup de gens que moi-même j'ai découvert pour la première fois sur les écrans de télévision, dans la radio, en disant « bon, moi je représente le M5 ». Qu'est-ce que ça signifiait? Que le M5 avait reçu une approbation populaire telle qu'il n'avait pas de propriétaire. Ça, c'est heureux. Mais nous n'avons jamais versé dans la démagogie pour dire « tout va se régler ». Au contraire, nous savions que ça allait être très difficile parce que j'ai eu la responsabilité de conduire la plupart des délégations qui discutaient avec la CEDEAO, avec la MINUSMA, avec d'autres amis du Mali qui accompagnaient, et je voyais les difficultés poindre. Aujourd'hui, il s'agit de gérer ces difficultés. Elles ne sont pas minces. En plus des affaires sécuritaires, il y a les aspects économiques et financiers, les questions de souveraineté, la cohésion nationale, et j'en passe. Les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections, tout cela dans un délai court. Pourquoi je m'évertue toujours à dire
Ce que nous devons tous faire, c'est 3 choses. 1. Soutenir la transition afin qu'elle réussisse. 2. Aider à faire sortir le Mali de la transition. Parce que par définition, une transition est un moment qui doit connaître son terme à bref ou moyen délai. Troisièmement, travailler à ce que l'après-transition ne conduise pas à une remise en question ou en cause des acquis de la transition. Donc, réussir les élections de fin de transition. C'est à cela que nous nous appliquons aujourd'hui. Ce n'est pas facile, il y a des impatiences, il y a des difficultés structurelles, il y a des difficultés de longue date qu'il faut gérer au jour le jour en faisant quelquefois les sapeurs-pompiers, mais le Mali de nos rêves ne pouvait pas se faire en 4 années. On pose les jalons, on pose les soubassements, les fondations et les murs vont suivre. Maître Mountaga Tall, vous l'avez ouvert la brèche, le M5 RFP. Le mouvement, pour beaucoup, est un mouvement hétéroclite. Il y a les néophytes, les vétérans, et il y a ceux qui connaissent absolument pas grand-chose dans la politique. Aujourd'hui, on a 2 M5. Vous êtes de quel courant, s'il y en a? Vous savez, en 32 années de vie politique, on ne m'a jamais vu dans 2 choses à la fois. Je reste droit sur une trajectoire. Je pense que la constance, la cohérence, la loyauté aux idéaux, l'appartenance. On a parlé hors micro d'un certain nombre de choses. Par exemple, dans les copeaux, je n'ai pas changé. Je suis resté là jusqu'au dernier jour. Le M5 a tiré sa force de ce que beaucoup considèrent comme sa faiblesse, son caractère hétéroclite. Nous venions d'horizons politiques différents. Nous avons accepté de renoncer aux couleurs que nous portions. Tout le monde a porté les drapeaux du Mali et on s'est mis ensemble. Mais après la chute du régime, c'est toujours une erreur de croire que l'objectif a été atteint. Là, on est à mi-parcours. Pour le reste, les complications n'ont pu être surmontées. Malgré, tout le monde en témoignera au nom du M5, tous les efforts que j'ai faits personnellement, à côté de tous les grands responsables, pour que nous restions ensemble et unis. Cela n'a malheureusement pas marché. Je ne vais émettre aucune sentence contre ceux qui sont partis. Mais vous dites où je suis resté. Et je reste ouvert à ceux qui sont partis et à tous les autres. Il faut que nous trouvions un jour le moyen de, peut-être pas de façon organique, mais en tout cas de façon intelligente, à faire que les objectifs qu'on s'est donnés soient atteints et que les risques énormes que nous avons pris ensemble ne soient pas vains. Alors, dans cette affaire, vous vous rappellerez, j'ai fait mon petit séjour à la gendarmerie. Alors, Maître Mountaga Tall, aujourd'hui, vous aviez la primature depuis 2 ans. Et de cette gestion de gouvernement par vous, le M5 RFP, qu'en est-il? Vous savez, quand on gère l'État, on ne peut plus gérer au nom du M5 RFP. On gère l'État pour l'ensemble des citoyens. Ce qui fait que beaucoup de nos points de vue initiaux ont pris en compte l'avis des Maliens, d'autres expertises, l'avis de nos partenaires historiques pour que nous puissions avancer. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est satisfaisant? Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de problème, que tous les objectifs ont été atteints? Je ne serai pas honnête ni en paix avec moi-même en le disant. Mais il faut saluer l'action du Premier ministre Choguel Maïga et de son gouvernement sous le leadership du président de la transition. Beaucoup de choses ont été faites. Vous savez, je dis toujours que le principal acquis de cette transition, c'est le fait d'avoir amené les Maliens à avoir la fierté d'être Maliens, à accepter des sacrifices pour le Mali,
à revendiquer un Mali souverain et indépendant, ce qui n'est pas un Mali isolé qui vit seul. Non, on ne peut pas se permettre cela, mais la quête de souveraineté, l'indépendance, la fierté d'être malien, accepter tous les sacrifices pour le Mali, là, depuis les premières années de l'indépendance, nous avions perdu cela. Cet acquis immense n'existe pas aujourd'hui dans beaucoup d'autres pays. Alors, cela doit constituer un socle solide sur lequel on va bâtir le reste et tout le reste. Maître Moutagatal, il y a une vingtaine d'années, vous et moi avions parlé de la loi fondamentale de 92, de ses premières limites qui étaient atteintes. Aujourd'hui, on touche avec la transition, cette loi fondamentale. Quel est votre avis? Vous savez, vous êtes témoin du rôle qui a été le mien pour la rédaction de la Constitution de 1992. C'est pourquoi je dis que vous êtes acteur. Oui, je devais être parmi ceux qui disent « on ne touche pas à mon bébé ». Mais je considère, d'abord croyant, que l'être humain ne peut rien faire de parfait. Il y a toujours une dose d'imperfection. Je considère aussi que le temps érode un certain nombre de choses, mais le temps aussi apporte des éléments nouveaux. Si cette constitution en cours d'adoption avait été la négation de celle de 92, avait exprimé dans son corps la volonté de jeter au rebut la constitution de 1992, croyez-moi, je serais parmi les premiers à dire non. Mais pour ce qui me concerne, ce que j'ai compris, c'est qu'au fil du temps, il y a des besoins nouveaux qui sont apparus. Il y a des exigences nouvelles auxquelles il faut faire face, qui n'avaient pu être intégrées dans l'ancienne Constitution parce qu'elle était de type rigide. Les modifications se sont révélées quasi impossibles et nous avions là l'opportunité de faire plus. C'est pour cette raison que je soutiens. Mais j'ajoute aussitôt, personne ne peut avoir tout ce qu'il veut dans la Constitution, y compris son initiateur ou ses initiateurs. Chacun verra qu'il y a beaucoup de choses qui lui conviennent et des choses qui les gênent. Donc, il faut faire la balance, le bilan, et voir s'il y a plus. Moi, je considère qu'il y a des éléments aujourd'hui dans cette Constitution que moi, je cherche depuis de nombreuses années. Tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Qui sont là-dedans. C'est pourquoi je vous pose la question. Quand la lutte contre la corruption est constitutionnalisée, quand le nomadisme politique est interdit, quand on dit qu'un député, un élu, un maire, un ministre n'est plus au-dessus des lois, qu'il va être un justiciable ordinaire, quand on dit, même le président de la République, quand il dépasse les bornes, on n'ira plus manifester au monument de l'indépendance, on le démet dans le cadre de l'Assemblée nationale, mais ce sont des avancées sur lesquelles, personnellement, je ne pouvais pas cracher. Maître Moutagatal, nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, à l'heure où on est, parce que la question que je vais me poser a son pesant d'or. Vous êtes une famille très fortement religieuse. La laïcité fait couler beaucoup d'encre. Alors, êtes-vous pour la garde, la nouvelle constitution telle qu'elle, ou l'intégration de la laïcité, ou simplement la question elle est sans objet? Non, la question est absolument importante. Comme vous le savez, dans ma vie publique, je n'ai jamais mis les questions de religion à part. Parce que je pense qu'elles sont importantes parce qu'elles commandent tout dans la vie. Vous voyez, la naissance, le baptême, le mariage, les décès, le testament après le décès, tout cela, dans notre pays, il ressort très fortement de la religion. Donc, il faut éviter, je dis, de faire des religieux des Maliens entièrement à part. Il faut les considérer comme des Maliens à part entière. Et s'ils veulent s'accaparer du pouvoir et des rôles qui ne sont pas leurs? Il faut leur dire, comme on dirait à l'avocat, de ne pas mettre sa robe pour venir faire la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un religieux décide de faire de la politique, il en a le droit parfaitement, mais ne doit pas le faire dans les mosquées ou sous le couvert de la religion, simplement. Moi, je ne peux pas mettre ma robe pour aller à un meeting, le lendemain, je serai radié, purement et simplement.
Je ne suis même pas sûr qu'on va me demander des explications. Donc la question de laïcité n'est pas portée par ceux qui non, doivent le faire. Non, j'arrive. J'ai dit c'est une question, j'expliquais pourquoi elle est importante pour moi. Maintenant, rappelons-nous que nous, Maliens, avons été colonisés par la France et que notre premier regard extérieur se pose sur la France. Quand le problème de la laïcité s'est posé, nos compatriotes, à raison, ont regardé ce qui se passe en France. Le modèle laïque français est un modèle assumé par les Français qui rejette les religions. La doctrine officielle est de dire, si je veux être à équidistance des religions, je dois tous les écarter de la gestion publique. Si c'est cela, les Maliens auront raison de dire cela n'est pas acceptable. Mais malheureusement, heureusement, le modèle français n'est qu'un modèle parmi d'autres. Le modèle américain, qu'est-ce qu'il dit? Voilà un pays où même sur la monnaie, c'est écrit « En Dieu nous croyons ». Le président jure sur les livres saints de sa foi, mais mieux que ça. Personne ne peut aujourd'hui prétendre être président des États-Unis en disant « Moi, je suis athée ». Ils sont tellement croyants qu'ils n'accepteront pas. Voilà un modèle qui n'est pas le modèle français, qui ne rejette pas les religions. Nous prenons le modèle turc. C'est la laïcité. Mais contrairement au modèle français, c'est une laïcité qui se base essentiellement sur la religion musulmane, sur l'islam. C'est la laïcité. Est-ce que nous devons rejeter cette forme de laïcité aujourd'hui au Mali? Il y a le modèle britannique. Le roi connaît sa religion. C'est différent de celui du Premier ministre, qui est différent de celui du maire, qui est musulman. Ils cohabitent. Est-ce qu'on peut imaginer le roi dire au Premier ministre que sa religion ne comptera plus? Ou l'inverse? Ou le Premier ministre dire au maire? Donc, les gens vivent en harmonie. Il y a le modèle libanais, qui est un État confessionnel ou multiconfessionnel, où les règles sont claires. Quelqu'un est un musulman, je dis ça comme ça, hein, président de la République, un catholique, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, on prend une autre religion. Voilà donc la laïcité a des variables. Pour ce qui me concerne, la laïcité ne peut avoir qu'un seul sens. C'est intégrer toutes les religions, respecter toutes les religions, aider tous les croyants à pratiquer leur foi en étant à égale distance des religions, tout en reconnaissant leur foi respective. Alors qu'en est-il de ce qui est dans notre Constitution? Parce que vous savez, la Constitution, par nature, ne détaille pas les choses. Le bloc de constitutionnalité consiste à dire un certain nombre de choses dans les grandes lignes qui sont détaillées par la loi organique, par la loi ordinaire, par les règlements, le décret, les arrêtés, etc., etc. Beaucoup de gens veulent voir dans la Constitution ce qui relève de la loi, ce qui relève de l'arrêté. Je crois profondément en la religion, en ma religion musulmane. Donc, ce que je vais dire là, il faut bien comprendre. Vous prenez le Saint-Coran. Il dit qu'il faut prier. Il ne dit pas qu'il faut prier 5 fois. Il ne dit surtout pas la prière des Fajr se fait de cette façon, celle des Asr se fait de cette façon. Non. Là, selon les hadiths et d'autres sources du droit. Mais ce que le Coran a dit, c'est le Coran qu'on respecte, qu'on ne touche pas. La Constitution ne rentre dans aucun détail. Ce que dit la loi, c'est ce que disent les hadiths. Donc, ça complète, ça détaille. Donc, il y a eu un problème de pédagogie. Il faudrait que, pendant la campagne qui va s'ouvrir, que nous ne nous lassions pas d'expliquer un certain nombre de choses. Ce n'est pas le seul point d'ailleurs. Inch'Allah, le 3 juin, je m'exprimerai sur le sujet en essayant d'être le plus pédagogue. J'irai au-delà du peuple du Sénégal ou de mes compagnons politiques pour appeler toutes les composantes de la société malienne que l'on vienne parler en mettant bas la terre, surtout en s'écoutant les uns et les autres. Je gage, j'espère, je souhaite qu'au sortir de ce débat,
on aura une campagne plus apaisée parce que la Constitution est ce qui doit nous unir. Malgré des points de vue différents, nous ne devons jamais accepter qu'elle nous divise. Et si certains refusent d'y adhérer, que par la pratique et par la persuasion pendant la campagne, qu'ils ne soient plus dans l'opposition, mais des gens sceptiques qui attendent de voir. Maître Moutaga Tall, et pour ça, il faut les respecter et leur parler. Maître Moutaga Tall, aujourd'hui, nous avons un pays qui a retrouvé sa souveraineté, vous le dites, tout le monde le clame, mais c'est au risque, comme le disent certains, entre guillemets, d'un isolement politique à l'international. Alors, en voyant cette configuration et en tant qu'homme politique, en tant qu'avocat, en tant que citoyen, quel regard jetez-vous sur ce thème bien précis? Je ne souhaite pas rentrer dans les débats sur l'isolement ou non du Mali. C'est un débat qui n'a pas de portée pour moi. Par contre, je dis que nous avons réussi à avoir un socle très fort sur lequel il faut bâtir tout le reste. La première chose qu'il faut bâtir sur ce socle, c'est de permettre au Mali de reprendre toute sa place dans les concerts des nations. Que nous revenions travailler avec nos voisins, avec l'Afrique, avec le tiers-monde, avec le monde. Nous avons défini des règles très précises. Il faut nous respecter, il faut respecter nos dirigeants, il faut respecter notre souveraineté, il faut respecter nos intérêts de pays. Tous ceux qui accepteront cela, pour moi, seront bienvenus. Parce que nous ne refusons cela à personne. On pensait qu'on était tombé tellement bas qu'on pouvait nous piétiner. Et nous avons été obligés de rappeler des règles qui, d'ailleurs, en temps normal, vont de soi. Donc, sur cette base, respectez-nous, nous vous respectons. Respectez nos intérêts, nous respectons vos intérêts. On prend notre place sur la scène internationale. Ce qui va nous permettre de donner plus de vigueur à notre économie. Parce qu'aucun État ne peut vivre en autarcie ou en situation géostationnaire. Notre économie plus forte permet de prendre en charge de façon plus optimale nos questions de sécurité. Parce que cela, c'est finance. Cela nous permettra de prendre en charge la demande sociale, qui est extrêmement forte. Cela nous permettrait, au-delà des réformes politiques et institutionnelles qui sont sur le papier, de les déployer sur le terrain et de les réaliser. Cela nous permettra, sur les ressources propres, de faire nos élections, ce qui est un gage de souveraineté. Maître Moutaga Tall, on l'a dit, quand on a une stature aujourd'hui de doyen politique et qu'aujourd'hui il y a une refondation en route, êtes-vous prêt à remettre le flambeau ou le témoin à une nouvelle génération, conseiller, orienter et même travailler ensemble si cela s'imposait? Vous savez, je suis un homme politique, mais je ne suis pas qu'un homme politique. Je suis d'abord un père de famille, un avocat, puis un homme politique. Le père de famille qui vous parle remercie le bon Dieu. Son cabinet d'avocat, qui n'est pas des moindres à Bamako, est géré aujourd'hui par sa fille. Ce n'est pas une boutade, je travaille sur ses ordres au cabinet. Elle est la patronne. L'avocat a formé ceux qui comptent comme les plus grands avocats du Mali aujourd'hui. Je n'en citerai pas. Ils ont pignon sur rue, ils ont été formés ici aujourd'hui et ils comptent parmi les plus grands du pays. Il y en a qui siègent aujourd'hui au gouvernement. J'ai donné ce que je pouvais aux jeunes. L'homme politique. Le CNID est le seul parti au Mali à avoir fait élire sur 5 législatures les 2 plus jeunes députés du Mali et les 2 plus jeunes maires du Mali. Et dans la gestion gouvernementale, le plus jeune chef de cabinet du Mali. Ce sont des gages que l'on donne pour ne pas rester dans les verbes. Parce que quand je dis le scandale politique, il y a le parcours, tu ne peux pas dire moi, je suis pour la promotion des jeunes et n'avoir pas fait leur promotion. Mais vous êtes vous-même jeune, l'un des plus jeunes hommes politiques. Je crois d'autant plus en la jeunesse
que quand on m'élisait président du CENI de l'association, j'avais 33 ans. Dans les bureaux que je dirigeais, il y avait Maître Demba Diallo, sommité du Mali, qui avait l'âge de mon père. Mais c'est ce jeune que les autres ont choisi. Moi, je ne peux pas croire en la jeunesse. J'ai été le plus jeune candidat à l'élection présidentielle dans l'histoire du Mali démocratique. Et je n'ai pas fait de la figuration. On vient d'en parler. Donc, je ne peux que croire en la jeunesse, qu'encourager la jeunesse et leur dire surtout ceci. Il ne s'agit pas de dire « attendez votre tour ». Aujourd'hui déjà, on doit être ensemble, jeunes, femmes, hommes, vieux. D'ailleurs, sur le plan institutionnel, cela s'est passé, j'en parlerai en 2 mots. Ils doivent être là aujourd'hui. On doit préparer la relève pour eux, mais le monde ne se résume pas à un smartphone. Il y a autre chose que les smartphones qui comptent aujourd'hui. Mais avant et après les smartphones, il y a la vie réelle. Il y a l'engagement politique. Il y a l'engagement patriotique. On peut ne pas militer dans un parti, mais on ne peut pas ne pas militer pour son pays dans la structure de son choix. Brièvement, j'ai dit que j'allais ouvrir une parenthèse. Vous savez, depuis 1968 au Mali, je ne connais pas un gouvernement où les militaires et les civils, les femmes et les hommes, les partis politiques et la société civile n'aient pas été ensemble, mais en plus de la jeunesse. Mais pour boucler sur la jeunesse, Modibo Keïta, 44 ans quand il devenait président. Moussa Traoré, 32 ans. Amadou Toumanou Touré, 44 ou 45 ans, je crois. Le seul président malien élu qui était en âge avancé était Ibeka. Donc, les jeunes ont géré ce pays. On ne peut pas leur dénier le droit de le faire. On peut juste leur dire, ce n'est pas autre toi que je me mette, il faut travailler pour ça. Merci, Maître Mountaga Tall. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que notre pays traverse un moment très difficile. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Tout va dépendre des hommes et des femmes, des Maliens eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur destin. Et je suis sûr d'une chose. Si nous, Maliens, nous décidons ensemble de regarder, de scruter l'horizon, de regarder l'avenir, de conjuguer nos efforts, dans la diversité, c'est important pour moi, nous pourrons déplacer des montagnes. Nous sommes en début d'hivernage, beaucoup de choses vont dépendre de cela. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que cet hivernage soit un très bon hivernage pour le Mali, avec beaucoup de pluie, mais sans dégâts. Je termine par dire, je souhaite que la campagne référendaire soit apaisée. Merci infiniment. Merci bien, Maître Mountaga Tall, d'avoir répondu à bâton rompu à nos questions de la plateforme digitale Mali Online. Et vous dire, mesdames, messieurs, que nous avons eu la chance d'avoir Maître Mountaga Tall aujourd'hui sur ce plateau. À bâton rompu, il a répondu à nos questions. Nous le remercions. Mesdames, messieurs, vous étiez sur les plateformes digitales Mali Online, émettant de Bamako vers l'étranger, l'étranger vers Bamako. À la prochaine, Inch'Allah.